auteur en 2004 de Mariage forcé. Premier livre témoignage sur la question du mariage forcé. Je suis heureuse également de recevoir Baya, qui est médiatrice sociale et culturelle à l'association La Voix des Femmes, située à Hérouville-Saint-Clair, association qui réalise un travail remarquable auprès des femmes des quartiers, et ce, auprès de plus de 50 nationalités. C'est ça. Alors, dans un premier temps, je vous propose de faire une introduction sur la question du mariage forcé pour bien cerner la problématique. Ensuite, je laisserai la parole à Leïla qui évoquera son parcours, et ensuite à Baya qui évoquera le travail de prévention et d'accompagnement des femmes victimes de violences. Alors bien sûr, ça n'exclut pas la dimension interactive, et comme vous le savez, la seconde heure du cours est consacrée aux échanges, donc vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, comme vous vous en doutez, aborder un tel sujet n'est pas facile, puisque ça suppose de mettre au jour des parcours douloureux de jeunes femmes et de jeunes filles issues de l'immigration qui ont été confrontées très brutalement à deux logiques. D'une part, à une logique matrimoniale à l'occidentale du pays d'accueil, fondée sur l'élection amoureuse, le libre choix du conjoint, où finalement le mariage est impossible parmi d'autres possibles. Et d'autre part, la logique de la société d'origine, où l'honneur de la communauté l'emporte sur le bonheur individuel. Alors de plus, aborder ce sujet n'est pas facile non plus, puisque ça suppose d'aborder la question de l'immigration, et il y a toujours le risque d'entraîner une certaine stigmatisation des populations immigrées, et notamment de la religion musulmane. Enfin, il faut savoir que le mariage forcé est une pratique coutumière perpétuée par des populations vivantes en France, issues des pays du Maghreb, d'Afrique subsaharienne et d'autres pays du Sud. Le mariage forcé traduit une crispation identitaire, un repli identitaire dans un contexte difficile d'intégration. Alors, afin de cerner déjà l'expression mariage forcé, j'ai pensé que c'était intéressant d'en revenir à l'histoire des mots, à l'étymologie. Le fait de se marier au départ, enfin le mot mariage qui signifie l'acte de se marier, donc j'ai regardé dans le dictionnaire historique de la langue française, et les premiers usages du verbe marier, dans les premiers usages, la construction est transitive, c'est-à-dire on marie quelqu'un, on marie une fille, on prend pour femme. Et cette construction transitive, c'est-à-dire marier quelqu'un, perdure dans certaines provinces de Belgique, du Canada. Elle est considérée aujourd'hui comme fautive ou bien rurale. Alors, ce que l'on voit donc, dans les premiers usages du verbe marier, donc marier quelqu'un, donc la construction transitive, c'est que l'une des parties de l'alliance est clairement posée comme objet de l'action de se marier, et cet objet reste la fille, la femme. Alors aujourd'hui, c'est le verbe pronominal se marier avec qui fait l'objet de l'usage courant, soit contracter mariage. Donc ça montre clairement une reprise en main par le sujet de l'action de se marier. Ce n'est plus le père ou la mère qui marie sa fille, c'est la fille qui se marie avec et vice-versa, d'où l'autonomie du sujet qu'atteste l'usage moderne de se marier avec. Alors si on prend le participe passé forcé, le verbe s'emploie tout d'abord dans le fait de forcer une femme, c'est-à-dire la violenter, afin d'en obtenir des gratifications sexuelles. Cela suppose donc d'obtenir quelque chose par la violence, par l'exercice d'une contrainte, par l'exercice d'un ascendant. Alors qu'est-ce qu'on peut dire donc à la suite de cette analyse étymologique? C'est que le mariage forcé est bien le fruit d'une contrainte exercée, d'une violence qui reflète également le sort réservé à la femme, au corps de la femme, que le mari non choisi force, d'où un délit punissable par la loi qui est le viol. Alors on le voit, le mariage forcé heurte de plein fouet notre conception moderne du mariage. Alors quelle est cette conception moderne du mariage? Au plan juridique, c'est la notion de consentement qui crée le consensus pour aborder la question du mariage. Le consentement est le préalable nécessaire à toute une union et constitue le noyau de base de la formation moderne du mariage. Alors on peut rappeler à cet égard quelques instruments juridiques internationaux qui mentionnent la nécessité du libre et plein consentement des époux. Alors je citerai par exemple l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
Je citerai également la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention CEDAW, entrée en vigueur en 1981, où l'article 27 précise que l'homme et la femme ont le même droit de choisir librement son conjoint et de contracter mariage que de son libre et plein consentement. Donc non seulement il y a le consentement, mais ce consentement doit être libre et plein. Alors la plupart des législations nationales européennes, dont celle de la France, ne quittent pas donc l'esprit, enfin respectent l'esprit de ces textes. En France, la vérification du consentement libre et plein impose que les époux l'expriment tous deux, donc physiquement, en présence d'un officier d'état civil et de 2 témoins. Cela suppose également qu'il y ait une audition préalable des époux, une audition qui peut se faire aussi séparément. Les futurs époux peuvent être entendus séparément, et cela suppose également la publication des bans qui permet aussi à une personne de s'opposer éventuellement à cette union programmée. Le mariage forcé porte atteinte à cette notion de consentement. Il passe outre en fait le non-consentement de l'un des conjoints. Non seulement il y a organisation de la famille, de l'union, mais il y a aussi imposition du choix du conjoint avec l'appui de contraintes. Violence physique, pression psychologique de toutes sortes, surtout exercée à l'égard de la jeune fille ou de la jeune femme qui se dérobe au désir parental. Mais dans la pratique judiciaire, en fait, il s'avère que la notion n'est pas si simple. Le contenu du mariage forcé est assez instable, ses facettes sont multiples. Il s'avère qu'en Europe, des termes très diversifiés sont utilisés pour évoquer le mariage forcé et entretiennent en quelque sorte la confusion sur les différentes logiques à l'œuvre. En fait, il n'y a pas de définition de portée générale de la notion dans l'ensemble des pays européens. Alors, selon une étude demandée par le Conseil de l'Europe, les mariages forcés sont tour à tour désignés par plusieurs expressions, donc je vous en cite quelques-unes. On parle notamment des mariages précoces. Et là, dans les mariages précoces, c'est le défaut de maturité qui est mis en valeur. Alors, la France, à cet égard, est dotée depuis avril 2006 d'une loi qui fixe l'âge nubile du mariage à 18 ans pour les filles comme pour les garçons. Alors, il en est de même au Maroc, où l'âge légal du mariage pour les filles est de 15 ans, et il a été en fait élevé à 18 ans depuis la réforme du Code de la famille, la Moudawana, qui est entrée en vigueur en 2004. Alors, donc on parle des mariages précoces, on évoque aussi les mariages blancs, autrement appelés simulés ou bien de nationalité. Là, ce qui est établi, c'est un défaut d'attention matrimoniale. Les époux ne sont pas dans l'intention de vivre ensemble. Dans les mariages blancs, le mariage est instrumentalisé pour détourner la législation nationale d'entrée et de séjour sur le territoire et le droit à la nationalité, et les droits de la nationalité. Le mariage blanc est considéré comme un délit. Alors, j'aimerais juste m'attarder avec vous sur la notion des mariages arrangés, de l'expression des mariages arrangés. Alors, en 2005, le Conseil de l'Europe a tranché la question de la façon suivante. Le mariage arrangé, bien qu'il ne corresponde pas à l'esprit du mariage, à savoir un engagement amoureux, doit être distingué du mariage forcé. Un mariage arrangé suppose en fait une organisation préalable par la famille d'une union au nom d'intérêts communs. Dans le mariage arrangé, on est davantage dans l'idée d'un commerce, d'une affaire arrangée par un tierce, que les futurs mariés subissent à des degrés divers. Dans le mariage arrangé, on est plus du point de vue des organisateurs que du point de vue de la victime. Dans le mariage forcé, c'est qu'on épouse le point de vue de la victime. Alors les mariages arrangés, même s'ils dérangent notre conception moderne du mariage, ne sont pas pénalement punissables dans la mesure où cela suppose le consentement des 2 conjoints. En fait, la famille assigne aux futurs époux un espace social au sein duquel le choix demeure encore possible, au contraire du mariage forcé, et le refus du mariage arrangé peut déboucher effectivement sur un mariage forcé. Mais en fait, il s'avère que la frontière entre les deux est très fragile. Alors, pour résumer, du mariage arrangé, on passe au mariage forcé lorsque l'un des futurs conjoints ne peut pas le refuser en raison de l'ampleur des pressions exercées. Mais en fait, il est très difficile de faire la part de l'emprise exercée, du degré d'influence des parents, de la crainte et du respect des coutumes. Par exemple, une volonté déclarée le jour du mariage, comme cela apparaît dans la première scène de ton livre, Leïla, peut masquer en fait une autre intention, la volonté manifeste
peut être vraiment en décalage avec la volonté intime de la personne. Donc en fait, il est très difficile dans la pratique judiciaire de mesurer l'altération du réel désir de la personne et de trouver la preuve de la contrainte morale dans la formation du consentement. Alors, juste pour rappel, en fait, juste avant de laisser la parole à Leïla, j'aimerais revenir donc sur cette notion de mariage arrangé et sur l'institution du mariage telle qu'elle est apparue sous l'Ancien Régime et telle qu'elle apparaît aujourd'hui. Alors, sous l'Ancien Régime, en France, mais aussi dans de nombreux pays européens, le mariage est surtout considéré comme une institution destinée à établir un partenariat solide, durable, nécessaire à la survie économique et sociale. Le mariage était alors fondé sur toute autre chose que l'amour. D'ailleurs, Montaigne, au XVIe siècle, condamnait le mariage d'amour. On a par exemple au XVIIe siècle Madame de Maintenon qui écrit que le mariage est un état légitime, nécessaire et hasardeux, qu'une femme bien née doit apprendre à supporter les caprices d'un mari tout-puissant avec une pieuse résignation. Alors, à l'époque, donc sous l'Ancien Régime, en France et dans bien d'autres pays européens, le mariage est une fin en soi, c'est vraiment la destinée naturelle de la femme. Pour l'homme, c'est le moyen de se procurer les services et l'obéissance d'une compagne et de prolonger la lignée. Alors, il faut savoir que sous l'Ancien Régime, on ne peut pas se marier hors de sa classe sociale. La raison familiale et non la raison du cœur l'emporte. D'ailleurs, qui se marie clandestinement sans l'approbation de ses parents et sans tenir compte de la hiérarchie sociale risque même d'y perdre sa vie. Dans l'aristocratie, les familles mariaient leurs filles pour établir des alliances et assurer leur position sociale. C'était les aînés d'ailleurs qui étaient privilégiés, sachant qu'il était difficile pour les parents de subvenir, enfin d'établir plusieurs filles, la dot étant très coûteuse, même dans les familles les plus riches. Donc certaines cadettes restaient célibataires et vivaient au sein de la demeure familiale. Alors, il s'avère qu'au contraire des hommes, les femmes ne se mariaient jamais en dessous de leur statut, car une union avec un homme de condition inférieure aurait déshonoré leur famille. Dans la bourgeoisie, le mariage était la voie royale de l'ascension sociale. Il est arrangé par les familles qui organisent ce qu'on appelle les présentations. Alors, en pays protestants, les filles de membres du clergé, de médecins et d'avocats épousaient des hommes exerçant la même profession que leur père, ce qui permettait en fait de sceller des alliances professionnelles. Dans les classes populaires, il y avait un petit peu plus de marge de manœuvre. Le mariage de raison dicté par les parents est moins pesant. Lorsqu'il y a moins de patrimoine en jeu, moins d'enjeux économiques, il y a moins de stratégie familiale. Les jeunes gens ont de plus d'occasions, si vous voulez, de se rencontrer lors des fêtes, des foires, des veillées, des marchés. Mais il reste que les mariages se concluent généralement dans un même milieu. Par exemple, les filles de ferme épousent les garçons de ferme, les domestiques épousent les domestiques. En fait, le mariage tel que nous le connaissons, fondé sur l'élection amoureuse, sur le libre choix du conjoint, est une conquête du XXe siècle. Le modèle devenu dominant au cours du XXe siècle est la demande en mariage faite par l'homme à la femme. La proposition reste masculine et le consentement ou le non-consentement est plutôt du côté de la femme. Alors c'est au début du XXe siècle, et là c'est la littéraire qui revient vers vous, où l'idée du mariage d'amour est défendue par des auteurs, également par Léon Blum, qui est l'auteur en 1907 du mariage, où il recommande aux jeunes femmes d'avoir des expériences sexuelles et sentimentales avant de s'unir pour la vie. Je pourrais également citer Colette dans L'ingénue libertine, où Colette met en scène une jeune mariée qui s'accorde quelques récréations érotiques avant de retourner auprès de son mari. Dans Les Révélés, il y a Michel Corday qui défend le mariage, mais à condition de révéler sa femme comme une maîtresse accomplie, façon alors de contrer la tentation de l'adultère. Donc la littérature du début du XXe siècle montre que le mariage est devenu un sujet à la mode et qu'il est désormais sujet aussi à discussion, à controverse. Alors c'est dans l'entre-deux-guerres que le libre choix du conjoint pour les jeunes filles et les jeunes gens devient la règle. Cependant, l'avis des parents reste important. En réalité, on peut situer vraiment une révolution de la vie privée, le passage de la famille traditionnelle fondée sur l'autorité du père à une démocratie familiale au cours des années 70. C'est là où nous assistons à une mutation profonde, à une révolution de la vie privée. Et le levier majeur de cette révolution reste le combat pour les droits des femmes et l'égalité.
Alors je peux vous citer quelques dates emblématiques, hein, quelques conquêtes phares. C'est en 1970 que l'autorité paternelle est remplacée par l'autorité parentale. En 1973 que le divorce par consentement mutuel est établi. En 1974 que le père peut, comme la mère peut comme le père transmettre sa nationalité à l'enfant. C'est en 1975 que l'adultère est dépénalisé. C'est aussi à partir de 1975 que la femme n'est plus obligée de vivre au domicile de son époux. Et c'est aussi en 1975 que l'autorisation faite au mari de battre son épouse inscrite dans le code napoléonien est abrogée. Donc c'est dans les années 70 que le lien de l'individu au social est refondé. Avant, en Occident, se marier n'était pas une voie d'accès, vous l'avez bien compris, au bonheur individuel. On se mariait avec une personne, mais aussi avec une famille, en engageant donc sa famille dans un groupe élargi. Le groupe dictait la loi à la personne, et en particulier à la femme qui n'existait qu'à travers son mari. C'est le combat, notamment en faveur des droits des femmes, qui a changé la donne. Alors aujourd'hui, 9 mariages sur 10 sont précédés d'une période d'union libre, plus ou moins longue, alors qu'avant les années 70, 1/10 seulement des conjoints avaient vécu ensemble avant leur mariage. Donc, si vous voulez, au regard de cette évolution des mentalités, des mœurs, des nouvelles normes juridiques, les unions dictées donc par une logique coutumière, communautaire, on peut dire aussi patriarcale, apparaissent en décalage complet. Elles constituent des pratiques traditionnelles en totale opposition avec une logique individuelle, égalitaire, soucieuse des droits des femmes, soucieuse voilà, des droits des femmes. Donc la connaissance du phénomène du mariage forcé, la prise de conscience de l'ampleur de ce phénomène s'est manifestée assez récemment, notamment à la faveur de livres témoignages comme celui de Leïla, paru en 2004. On peut citer aussi un autre livre récent de Delphine Minoui qui évoque une enfant du Yémen qui a été mariée de force à l'âge de 10 ans et qui a réussi à obtenir le divorce avec un mari âgé de 20 ans, de 20 ans son aîné. Donc c'est une affaire qui a été médiatisée, de même que récemment aussi l'annulation d'un mariage pour cause de non-respect d'une qualité essentielle, la virginité de l'épouse. Et finalement, voilà, ça crée une polémique très importante. Et finalement, le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Lille a été annulé. Le phénomène du mariage forcé est clairement identifié aujourd'hui comme une violence faite aux femmes. Il constitue une violence intrafamiliale dans la mesure où il suppose une pression violente, intolérable, exercée sur la jeune fille par l'entourage immédiat, au sein de la cellule familiale d'origine et d'adoption, c'est-à-dire parents, frères et sœurs, grands-parents, autres parents, oncles, tantes. Et à cela, il faut aussi ajouter le poids du regard de la communauté. Consommer, le mariage forcé débouche sur un viol et entraîne dans de nombreux cas des violences conjugales. Alors maintenant, nous disposons de nombre d'études qui permettent vraiment de cerner la problématique, comme cet essai, les mariages forcés, conflits culturels et réponses sociales. C'est une étude qui a permis de recueillir les témoignages de 16 jeunes filles et parmi beaucoup de jeunes filles qui avaient été sollicitées au départ, se sont dérobées. Elles ont eu peur effectivement de témoigner. Donc Leïla, au contraire, vous n'avez pas eu peur de témoigner, vous avez au contraire osé témoigner en 2004 alors que les faits que vous avez subis étaient encore récents. Donc, voilà, donc j'aimerais maintenant vous laisser la parole pour évoquer votre parcours. Pour vous, témoigner est chose vitale, est une nécessité. J'aurais voulu savoir d'où vient cette nécessité, cette force. Parce que si vous avez été victime de violence, de mariage forcé et de violence, vous êtes aussi animé d'une grande force et d'une grande combativité. En fait, oui, moi, dès le plus jeune âge, si vous voulez, je suis née dans une famille nombreuse, où les hommes étaient nombreux, puisque... Plus fort. Oui. Je recommence. Alors, en fait, moi, je suis issue d'une famille, d'origine marocaine, où j'ai eu 10 frères et une petite sœur.
pendant très longtemps, j'ai vécu au milieu de mes 10 frères. Ma sœur est arrivée bien plus tard. Et mon père était dans l'administration, il a été à l'école, enfin il a fait de grandes études, etc. au Maroc. Il a décidé de quitter le Maroc dans les années 60 justement pour pouvoir venir en France dans l'espoir de pouvoir donner une vie meilleure à sa famille. Donc il a opté pour le travail en usine et laisser sa situation, si vous voulez, professionnelle et intellectuelle au Maroc. Donc nous sommes arrivés ici. Moi je suis née en France. J'ai grandi en France, j'ai jamais vécu ailleurs. Et dès le plus jeune âge, j'ai commencé à me poser des questions en me disant je ne comprends pas pourquoi les garçons, mes frères ont le droit de faire ci, pourquoi je dois servir mes frères. Dès le plus jeune âge, il a fallu que je sois une mère de substitution, c'est-à-dire que j'ai pas eu d'enfance. Voilà. Je n'ai pas eu cette enfance que pourrait avoir tout un chacun. Il a fallu que je seconde ma mère très, très tôt. Et par la suite, effectivement, j'ai commencé à me poser des questions. Alors, à un moment donné, je me suis posé même la question de savoir si j'étais normale ou pas, puisque je voyais qu'autour de moi, rien ne bougeait, et que c'était un combat que j'avais des souffrances intérieures que je ne comprenais pas moi-même, puisque je me disais, mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je ne suis pas comme toutes les autres à me taire? Donc, dès 4-5 ans, je commençais déjà à réagir assez violemment vis-à-vis de mes parents. Donc, mes parents déjà à l'époque se disaient mais on va avoir du fil à retordre avec notre fille. Et puis après, effectivement, je suis rentrée dans une espèce de vie où ça n'était que questionnement, ça n'était que... J'avais envie de vivre librement comme tout le monde, enfin comme toutes les jeunes filles de mon âge, c'est-à-dire pouvoir sortir, aller faire un tour en ville. Ça paraît bête, mais c'était vraiment ça. Donc passer un après-midi en ville, c'était pas possible. L'après-midi, le mercredi après-midi, il fallait que je le passe soit à repasser, soit à faire le ménage, soit à aider ma mère, à changer les couches. Enfin, il y avait toujours quelque chose, des tâches domestiques à faire à la maison. Donc je n'avais aucun moment qui m'était consacré en tant que jeune fille adolescente. Ou alors, on était un groupe, les filles du quartier, on va dire, on était un groupe, on inventait des choses pour pouvoir voler ces moments de liberté, très peu de moments de liberté, en sachant le risque qu'il y avait derrière. C'est-à-dire que si on se faisait avoir par nos parents ou par un des parents du quartier, il y avait un risque pour qu'on se fasse taper dessus, soit par les grands frères, soit par les parents. Donc voilà, donc c'était des après-midi clandestins. C'était vraiment des après-midi clandestins parce qu'on se retrouvait vraiment en cachette, dans des coins bien précis. Il fallait surtout, dès qu'il y en avait une qui voyait un père, une mère ou quoi que ce soit, c'était allez, on s'éclate, on se cachait n'importe où. Je veux dire, c'était vraiment, on se cachait n'importe où. Soit on se mettait à terre pour pas que quand ils passent en voiture, ils nous voient. Enfin, c'était vraiment parcours du combattant. Et puis bon, je vous dis au risque, alors moi c'est vrai que je faisais tout ce qui était interdit. C'est-à-dire qu'on me disait blanc, je faisais noir. Parce que j'avais envie d'exister pour moi et j'avais pas envie qu'on me force à prendre un chemin qui ne me convenait pas. Et donc j'ai refusé de rentrer dans ce moule qui m'était préparé dès la naissance. Voilà. Ce qu'on voit aussi dans votre livre témoignage, c'est qu'il y a beaucoup de violence exercée par les parents, par les frères, et que la violence, elle n'est pas ponctuelle, c'est vraiment un mode d'éducation, presque de dressage pour tuer toute rébellion, Il n'y avait pas de communication possible. Oui, la communication n'existait pas, c'était vraiment... je vous donne un exemple. Mon père me parlait, je le regardais, alors je le regardais dans les yeux, et quand je le regardais dans les yeux, alors peut-être que j'avais ce regard qui était qui portait une espèce d'arrogance, ou je sais pas,
je sais pas du tout, il supportait pas ça, donc il me mettait une gifle, il me disait mais arrête de me regarder comme ça, donc je baissais les yeux, et je baissais les... Enfin non, après quelques gifles, je précise, je ne baissais pas les yeux au bout d'une gifle, donc après quelques gifles, donc je me disais bon ça commence à faire mal, on va baisser quand même un petit peu les yeux, donc je baissais les yeux, et là je m'en reprenais une, et il me disait regarde-moi quand je te parle. Donc voilà, c'était... Voilà, c'est vrai que j'en ris, mais enfin, quand vous avez une réaction comme ça face à vous, vous dites bah, d'une manière ou d'une autre je vais me faire claquer, donc à la limite autant que je le regarde avec un... Donc je le fixais du regard et ça le mettait dans une fureur mais incroyable. Et puis si je disais non, et ben c'était des coups. Une fois je me rappelle, ils étaient sortis, alors ma mère souvent me disait viens donc apprendre à cuisiner parce que le jour où tu vas te marier, tu vas revenir le lendemain de ta nuit de noces parce que tu ne sauras pas faire cuire un œuf, voilà. Donc moi évidemment, tu veux que je vienne faire la cuisine, et ben non, je ne viendrai pas. Donc je passais mon temps à regarder la télé, des films à l'eau de rose, hein. C'est dans un autre monde, à rêver au prince charmant à l'époque, parce que j'y crois plus depuis, j'ai précisé quand même. Donc ma mère me disait de venir apprendre les tâches ménagères pour devenir une bonne épouse, puisque c'était vraiment leur rôle, c'était vraiment apprendre à cette fille qu'on a de devenir une bonne épouse et qu'elle n'apporte pas la honte sur la famille, et surtout lui inculquer et vraiment lui mettre dans la tête et vraiment lui graver quel est l'honneur de la famille. Alors qu'est-ce que c'est que cet honneur? C'est cette fameuse virginité, cette fameuse hymen, vous savez, qui est si important, qu'on doit protéger jusqu'à la nuit de noces. Donc moi c'est vrai que à force d'entendre ça dès le plus jeune âge, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est-à-dire que enfant, c'était non, tu peux pas faire tel sport parce que tu risques de perdre ta virginité. Fais attention, pas d'équitation, pas de gymnastique, pas de grand écart, faut faire attention de ne pas glisser, tomber. Enfin, cet endroit-là, c'était vraiment zone tabou, et c'était vraiment rien ne doit atteindre le bas-ventre. Voilà, rien ne doit atteindre le bas-ventre. On ne nous parlait même pas des règles mensuelles. Donc moi, un beau jour, je me suis retrouvée, alors effectivement, toute ma vie, j'ai entendu dire, attention, il ne faut pas que ce soit touché, il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit d'anormal. Et un bon matin, je me suis réveillée, je me suis dit, je suis dans les toilettes, je me suis dit, oh là, je suis morte, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, je me suis couchée, je me réveille, j'ai ça, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis restée 2 heures dans les toilettes, à pleurer. Et ma mère est arrivée en frappant à la porte en me disant « Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je lui dis « Mais non, rien, rien. » Et je pleurais, et elle me dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouvre la porte. » J'ai refusé d'ouvrir la porte parce que j'ai tellement peur de leur réaction. Mon père a fini par ouvrir la porte avec une petite cuillère, ce qu'il faisait quand il n'arrivait pas à... Donc ils ont ouvert la porte, et j'ai dit à ma mère comme ça, je me suis collée au mur, et je lui ai dit mais je t'assure j'ai rien fait, personne n'a touché, j'ai rien fait, comme si j'avais vraiment fait une grosse bêtise. Et là ma mère s'est contentée de me regarder en souriant, malgré que je sois là. Elle s'est contentée de me regarder en souriant, en me disant bah écoute non mais c'est pas grave, c'est normal, ne te pose pas de questions, tu auras ça dorénavant tous les mois. Voilà. Elle est allée voir mon père, elle lui a dit que bon, j'étais réglée, et voilà. Voilà l'explication à 2 heures de souffrance et de questionnement dans ces fameuses toilettes, à me dire qu'est-ce qui se passe. Voilà. C'est rien, il faut que c'est normal. Alors que bon, je savais pas du tout ce que c'était. Je savais pas du tout ce que c'était puisqu'on était encore j'étais encore en primaire. Donc on n'était pas encore au collège, on n'avait pas encore de cours de sciences naturelles, etc. Donc on ne savait pas du tout ce que c'était. La première fille de la maison, donc pas de grande sœur, pas de... Voilà, donc il fallait... Et vous n'en parliez pas avec vos amis, il n'y avait pas d'échange? Non, mais on était trop jeunes, trop jeunes, trop jeunes. Bon après, c'est vrai que après à l'âge du collège, ça a été
peu différent parce que, en fait, on savait toutes ce qui se passait, la souffrance qu'il y avait chez les unes et les autres, mais on n'en parlait pas. Parce que il y avait on avait tellement envie de faire comme tout le monde, de vivre comme tout le monde, qu'on n'en parlait pas entre nous. Malgré quand on sortait, qu'on rentrait un peu tard, on savait qu'on allait s'en prendre une le soir. Donc c'était le contrôle permanent. C'est limite, s'ils avaient pu nous pucer, ils nous auraient collé une puce pour savoir où on était. Mais c'est vraiment ça. Je sais que c'est difficile à croire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui peuvent se poser la question, à se dire mais c'est pas possible qu'on en arrive à ça. Mais c'est véridique et c'est ce qui se passe vraiment dans nos communautés. Je veux dire qu'elles soient maghrébines, qu'elles soient turques, qu'elles soient... moi j'ai rencontré aussi des femmes victimes aussi de ces violences qui sont d'origine somalienne, qui viennent du Moyen-Orient, etc. Donc c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup les populations turques, maghrébines, africaines qui sont touchées. Mais il faut savoir que, par exemple, en Suisse, il y a beaucoup de Kosovars, il y a beaucoup de Yougoslaves musulmans, il y a des Somaliens, la communauté somalienne. Donc, j'ai vu que finalement, ça touchait Sri Lanka, voilà. Donc, si vous voulez, et c'est là où on se rend compte que il y a beaucoup plus de gens qui sont touchés par le phénomène qu'on peut l'imaginer.